J'en ai parlé à quelques personnes, mais en général je garde cette histoire pour moi, parce que ça semble tellement irréel. Cela s'est passé aux alentours de 1995. À l'époque, je travaillais avec un sous-traitant. Ce jour-là, nous avions quitté le chantier pour nous rendre au bureau principal de l'entrepreneur afin de déposer des documents nécessaires pour recevoir notre paie de la semaine. Sur le chemin, nous avons dû faire un détour à cause de travaux routiers. Ce que nous ne savions pas, c'est que ce détour allait nous faire passer dans une sorte de zone crépusculaire. Après avoir pris le détour, nous nous sommes rapidement perdus. Rien ne ressemblait à ce que nous connaissions. Nous avons donc décidé de nous arrêter dans une station-service pour demander notre chemin. C'est là que les choses ont pris une tournure vraiment bizarre. En discutant avec le préposé et en sortant la carte routière de la boîte à gants, j'ai réalisé avec horreur que nous étions à près de 500 km de l'endroit où nous avions commencé. Ce qui nous avait pris 15 minutes pour arriver nous avait transportés à une distance qu'il aurait normalement fallu des heures pour parcourir. Choqués, nous avons essayé de revenir sur nos pas. Mais cette fois, le trajet retour a pris près de 5 heures. Ce qui aurait dû être une journée ordinaire s'est transformé en une odyssée inexplicable. Je ne suis rentré chez moi qu'après minuit, complètement épuisé et perplexe. Nous n'avons jamais réussi à comprendre ce qui s'était passé ce jour-là. Mon collègue, un homme plus âgé, a catégoriquement refusé d'en parler par la suite. À chaque fois que j'essayais d'aborder le sujet, il changeait de conversation ou m'ignorait. Je sais que ce que je vais dire va sembler fou, et mes souvenirs sont fragmentés, mais cela m'arrive depuis toujours, à des moments aléatoires. Je veux savoir si quelqu'un d'autre a vécu quelque chose de semblable. Comprenez bien que mes souvenirs sont vagues et que certaines choses ne paraîtront pas logiques, car dès que cela se produit, tout commence à s'effacer, comme un rêve. Mais je ne rêve pas. Je suis pleinement conscient et éveillé à chaque fois. La semaine dernière, au cinéma, je me suis approché d'une affiche pour lire le texte. En arrivant au point final, quelque chose d'étrange s'est produit, ce point, minuscule, s'est soudainement agrandi. Pas juste un peu, comme lorsque l'on fixe un détail de trop près. Non. C'était comme si mon regard était aspiré, comme une caméra de jeu vidéo qu'on utilise pour explorer une scène figée. Mon champ de vision s'est rétréci, le point est devenu le centre absolu, et j'ai littéralement basculé dedans. Je ne sais pas comment expliquer cela autrement. C'était comme tomber dans un trou, un gouffre. Je sentais ma perception se distordre et j'ai commencé à perdre toute notion de moi-même. Mon identité s'effaçait, et je me répétais désespérément qui j'étais. Autour de moi, la réalité s'est liquéfiée, puis tout est devenu noir. Je ne comprenais pas ce qui se passait, et mon corps, à ce moment-là, semblait avoir disparu. C'était comme si seule ma conscience existait encore. Ensuite, des pensées récentes ont commencé à tourner en boucle, comme des fragments déconnectés. Puis, soudain, des souvenirs ont afflué. Des souvenirs si anciens qu'ils semblaient remonter bien avant mon enfance. Ils étaient étrangement familiers. Je me souvenais d'un endroit. Une pièce blanche, éclairée de lumière bleue. Des bruits mécaniques résonnaient au loin. Je percevais des présences, des choses, qui semblaient m'observer. Elles parlaient entre elles, mais ce qui m'a marqué, c'est qu'elles me désignaient par « ça ». Pas lui, ni même elle. Ça. Comme si je n'étais plus une personne. Je ne pouvais pas bouger, j'étais piégé. Mon existence se limitait à une conscience flottante. Il y avait des voix, des sons étouffés, et ces présences me scrutaient comme si j'étais une sorte d'expérience. Pendant cet état étrange, je me suis senti relié à mes souvenirs les plus anciens. Ce qui me paraissait impossible à dater, comme s'ils existaient avant ma naissance. Étrangement, j'étais calme. Complètement apaisé, presque résigné. Et pourtant, ce que je comprenais alors m'inspirait aussi de l'inconfort. Une confusion profonde. C'était comme revivre des bribes de mon existence, comme si le temps n'était plus une ligne droite. Tout devenait fluide. J'avais l'impression de naviguer entre différents moments de ma vie, de mon enfance à aujourd'hui. Par instants,
je savais exactement ce qui se passait, mais ces éclaircissements disparaissaient aussitôt, comme s'ils s'évanouissaient avec cette étrange transe. Et puis, tout s'est arrêté. Comme un coup de vent. Je me suis retrouvé assis dans la salle de cinéma, en train d'attendre que le film commence. Mes amis, eux, n'ont rien remarqué d'anormal. Ils m'ont dit que je n'avais pas bougé, pas parlé, rien fait d'étrange. Mais j'étais en sueur, trempé, comme si j'avais couru un marathon. Je souhaiterais pouvoir être plus précis, mais ces souvenirs sont si volatiles. Cela m'arrive de temps en temps, depuis que je suis enfant. Si quelqu'un a déjà vécu une expérience similaire, j'aimerais vraiment le savoir. Cela fait environ un mois que nous avons emménagé dans notre nouvel appartement, et ce soir, nous avons découvert une planche à découper nouvelle parmi toutes nos vieilles planches. Au départ, on a tous les deux supposé que l'autre l'avait achetée. Ces derniers temps, chacun de nous reçoit pas mal de colis Amazon, alors ça semblait logique. Mais voilà, à un moment donné, je me suis dit, attends, quand est-ce qu'on a acheté cette planche et pourquoi? Alors je lui ai posé la question. Il m'a regardé, surpris, et a répondu, je pensais que c'était toi qui l'avais achetée. On a commencé à en parler, et c'est là qu'on a réalisé que ni l'un ni l'autre ne l'avait achetée. Aucun de nous ne savait d'où elle venait. Pourtant, cette planche à découper est là, bien réelle. Elle a l'air toute neuve, elle est de bonne taille et, honnêtement, elle est mieux que toutes nos vieilles planches. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que nous avons un endroit spécifique où nous rangeons nos planches, un meuble bas, étroit, dans la cuisine. Quand nous avons emménagé, on avait bien vérifié, il n'y avait aucune planche à découper laissée par les anciens occupants. Nous avons uniquement emporté les nôtres. Ni lui ni moi n'avions jamais vu cette planche avant aujourd'hui. Et pourtant, la voilà, sortie de nulle part. Alors, est-ce que nous d'une autre dimension auraient acheté cette planche et elle aurait glissé dans notre réalité? Quoi qu'il en soit, au moins, on a une meilleure planche maintenant. Cela s'est passé il y a quelques années, et cet événement est devenu une sorte de légende dans ma relation avec mon mari. Il le trouve tellement troublant qu'on ne peut même pas en parler sans se contenter de l'appeler l'histoire de la bague. Un samedi matin, je finissais de me préparer pour aller travailler. Je suis allé prendre mes bijoux habituels, mon alliance, ma bague de promotion, ma montre, mais j'ai remarqué que ma bague de promotion avait disparu de son emplacement habituel sur ma table de nuit. Cette bague a une immense valeur sentimentale pour moi, alors j'ai commencé à paniquer en ne la trouvant pas après quelques minutes de recherche. J'ai appelé mon mari pour qu'il m'aide à la chercher. Ensemble, nous avons retourné toute la maison. Il a vérifié partout où j'avais déjà cherché, et nous avons fouillé à fond la chambre et le reste de la maison, sans succès. Finalement, pressé par le temps, j'ai dû partir au travail sans avoir trouvé la bague. J'étais contrarié, mais je n'avais pas le choix. Quand je suis rentré après mon shift de 8 heures, j'ai laissé mon sac à la porte et je suis allé directement dans la chambre pour me changer. À peine entré, je l'ai vue. Ma bague était là, posée bien en évidence sur ma table de nuit, exactement là où elle était supposée être. J'ai ressenti un immense soulagement et me suis dit que mon mari avait dû la retrouver pendant mon absence et l'avait remise à sa place pour me faire une surprise. Comme il ne m'avait pas envoyé de message pour me prévenir, je me suis assise sur le lit et j'ai attendu qu'il entre dans la pièce pour le remercier. Quand il est arrivé, je me suis exclamé avec enthousiasme, « Tu l'as retrouvée ?» Mais il m'a regardé, l'air confus, et m'a demandé, « De quoi tu parles ?» J'ai pointé du doigt la bague sur ma table de nuit et j'ai dit, « Ma bague. Tu l'as retrouvée. Où était-elle ?» Son visage est devenu encore plus perplexe et il a répondu, « Je ne l'ai pas trouvée où toi tu l'as trouvée ?» J'ai commencé à lever les yeux au ciel, pensant qu'il me faisait marcher, et j'ai insisté, « Allez, arrête. Où était-elle ?» On a continué à se disputer gentiment pendant un moment, jusqu'à ce que je comprenne qu'il ne plaisantait pas. Il était sincèrement confus et pensait que c'était moi qui lui faisais une blague. Son visage est devenu de plus en plus sérieux, et on s'est regardé fixement, réalisant qu'aucun de nous deux n'avait retrouvé la bague. Mon mari, qui est quelqu'un de très rationnel,
a commencé à explorer toutes les explications possibles. Il pensait que j'avais peut-être trouvé la bague en rentrant, que je l'avais remise sur la table de nuit, et que j'avais immédiatement oublié l'avoir fait. Mais je lui ai expliqué en détail, j'étais sorti de la maison sans qu'on ne la retrouve, je n'avais absolument pas été à la maison de la journée, et je venais tout juste de rentrer il y a à peine 15 minutes. Je n'avais fait que poser mon sac et marcher jusqu'à la chambre, où elle m'attendait. À ce jour, nous n'avons aucune explication logique pour ce qui s'est passé. Mon mari refuse d'envisager quoi que ce soit d'autre que l'idée que j'ai retrouvé la bague et que j'ai tout oublié, ce qui est totalement impossible. Comment pourrais-je complètement oublier avoir trouvé une bague si précieuse et l'avoir remise à sa place? Ça n'a aucun sens. Mais il ne croit pas aux fantômes ni à quoi que ce soit qui ne soit pas explicable rationnellement, alors il reste campé sur cette théorie. De mon côté, je n'ai pas d'explication logique. Mais j'ai une pensée réconfortante, mon grand-père, mon héros, était décédé un mois avant cet événement. Était-il en train de veiller sur moi? Je ne le saurai jamais. Cela s'est passé il y a quelques années, quand j'étais au lycée. Pour vous donner un peu de contexte, j'étais dans un internat. Les cours se terminaient à 15 h chaque jour, et certains jours, nous avions des activités extrascolaires obligatoires. Ce jour-là, je n'en avais pas, alors j'ai décidé de rentrer directement à mon dortoir. Je suis resté dans ma chambre de 15 h à 21 h environ, sortant seulement pour aller aux toilettes, qui se trouvaient juste en face de ma chambre. Je n'ai été nulle part ailleurs dans le bâtiment, on appelait ça des maisons, mais c'était juste des dortoirs. Chaque fois que je suis allé aux toilettes, il n'y avait personne d'autre. Après ça, je suis retourné dans ma chambre pour me détendre jusqu'à environ 21 h 30. À l'internat, on avait une procédure appelée pointage, une vérification obligatoire pour s'assurer que tout le monde est présent, qui se faisait entre 21 h et 22 h. Je suis donc sorti de ma chambre pour aller au pointage. Dans le couloir, juste devant la chambre d'une amie, appelons-la Anna, je me suis arrêté pour discuter avec elle. Pendant qu'on parlait, j'ai vu une autre fille de ma maison, appelons-la Gabi, entrer par une porte au bout du couloir. Elle a traversé le couloir en direction des toilettes. Pendant qu'elle marchait, je la regardais tout du long. Quand Gabi est arrivée devant les toilettes, j'ai entendu Anna lui dire « Gabi, sympa ta tenue ». Gabi a répondu « Merci », tout en faisant un petit mouvement de jambe, puis elle est entrée dans les toilettes. Mais voilà où ça devient étrange. Moins de 5 minutes plus tard, je vois Gabi entrer de nouveau par la même porte, marcher dans le couloir et se diriger vers les toilettes, comme si rien ne s'était passé. Je suis resté figé, complètement perdu. Voici pourquoi. Là où Anna et moi étions en train de discuter, sa chambre se trouvait littéralement à côté de la porte des toilettes. Si Gabi était sortie des toilettes, je l'aurais forcément vue. Les toilettes n'ont qu'une seule entrée. Il n'y a pas d'autre sortie possible. Gabi ne pouvait pas être sortie par un autre chemin pour revenir par la porte d'entrée. Quand je l'ai vue la deuxième fois, je l'ai arrêtée, mais tu n'étais pas déjà dans les toilettes il y a 1 minute? Je t'ai vu entrer. Gabi m'a regardé, visiblement confuse, et m'a répondu « Non, je n'y suis pas encore allée, j'y vais maintenant ». Elle semblait sincèrement perdue. Moi aussi, à ce moment-là, j'étais complètement dérouté. J'ai commencé à penser que Gabi et Anna essayaient peut-être de me faire une blague. Mais quand je leur ai posé des questions sur ce que j'avais vu et entendu, les vêtements, le commentaire de Anna, la réponse de Gabi, elles ont juré qu'elles n'avaient aucune idée de ce dont je parlais. Elles avaient l'air honnêtement aussi confuses que moi. Gabi est finalement allée aux toilettes, et tout s'est arrêté là. Mais depuis, je me pose des questions. Qu'est-ce que j'ai vécu ce soir-là? Pendant que je voyais cette fausse Gabi, qu'est-ce que je faisais réellement? Était-ce une sorte de dédoublement de la réalité? Comment ai-je pu voir cette fausse Gabi porter exactement la même tenue que la vraie Gabi, alors que je n'avais vu personne depuis 15 heures ce jour-là? Je fréquente une petite paroisse serbe orthodoxe, où je participe à la divine liturgie, la messe. C'est une paroisse vraiment modeste, située dans un petit bâtiment avec des bureaux. L'église elle-même est installée dans la plus grande pièce du bâtiment,
probablement une salle initialement destinée à des réunions. Il y a quelques années, après la divine liturgie dominicale, je discutais avec d'autres paroissiens à l'extérieur de la salle. Le prêtre avait déjà rangé ses ornements liturgiques et les objets sacrés. Pendant notre conversation, l'un des paroissiens a mentionné qu'il entendait le bruit d'un encensoir en train d'être balancé. Les encensoirs orthodoxes, comme vous le savez peut-être, sont munis de petites clochettes qui tintent lorsqu'on les balance. En entendant cela, nous avons tous tendu l'oreille, et effectivement, nous avons entendu ce même tintement. Ma curiosité a pris le dessus, et je suis entré dans la salle pour voir ce qui se passait. À l'intérieur, le prêtre était en train d'écouter la confession d'un paroissien. L'encensoir, lui, était introuvable. La pièce ne sentait même pas l'encens, ce qui aurait été un signe évident de son utilisation. Je me suis rapidement retiré par respect pour la confession en cours et j'ai attendu que le prêtre termine pour lui poser des questions. Quand je l'ai interrogé, il m'a assuré qu'il n'avait pas utilisé l'encensoir après la liturgie. Il m'a expliqué qu'il avait simplement rangé les objets liturgiques comme à son habitude. Pourtant, nous étions plusieurs à avoir entendu ce bruit distinctif. Ce n'était pas juste mon imagination, je n'étais même pas celui qui l'avait remarqué en premier. Je ne suis pas du genre à qualifier facilement un événement de miracle. En fait, je suis plutôt sceptique de nature. Mais même avec toute ma logique, je n'arrive pas à trouver une explication raisonnable à ce qui s'est passé ce jour-là. Le son était clair, distinct, et partagé par plusieurs d'entre nous. Je reçois mes vitamines en livraison automatique toutes les 6 semaines. Il y a environ 6 mois, j'ai reçu ma commande comme d'habitude, je l'ai rangée dans mon placard avec la boîte d'expédition, et je n'y ai plus pensé. Quelques jours plus tard, en allant chercher mes vitamines, je découvre qu'il y a 2 boîtes identiques. Sur le moment, ça m'a vraiment perturbé. Je me suis dit, bon, peut-être que j'ai accidentellement commandé une boîte supplémentaire ou que quelque chose s'est mélangé avec le système de livraison. J'ai décidé de ne pas trop y penser. J'ai mis mon abonnement en pause, terminé les 2 boîtes, et je suis passé à autre chose. Hier, j'ai réactivé la livraison de mes vitamines. J'ai reçu ma commande, comme d'habitude, et j'ai jeté le flacon dans le placard sans réfléchir. Mais voilà, en allant chercher mes nouvelles vitamines tout à l'heure, je trouve à nouveau 2 flacons. Les 2 bouteilles sont absolument identiques, jusqu'au numéro de l'eau et à la date d'expiration sur la boîte. Tout correspond parfaitement. Je perds complètement la tête. Comment est-ce possible? Je ne sais plus quoi penser. Plus tôt cette semaine, j'ai vécu ce que je qualifierais de mon premier bug dans la matrice. Il était environ 17 heures, et je m'attendais à ce que mon copain rentre du travail d'une minute à l'autre. J'ai décidé de marcher jusqu'à la boîte aux lettres pour récupérer le courrier, en me disant que je le croiserais probablement sur la route en rentrant chez nous. Nous avons une grande boîte collective située un peu plus haut dans la rue. Là où nous vivons, il n'y a qu'une seule route pour accéder à notre maison. Cette route longe les boîtes aux lettres avant de former une boucle d'environ 400 mètres où notre maison est située. Depuis les boîtes aux lettres, je peux voir notre maison. Quand je suis sorti, il n'y avait personne à l'intérieur, à part nos 2 chiens et notre chat. C'est là que les choses deviennent étranges. Sur le chemin des boîtes aux lettres, j'ai croisé 2 voisins en voiture, tous 2 dans des véhicules noirs. En revenant, j'ai vu une femme en train de faire son jogging. Rien de surprenant jusque-là. Mais en arrivant à ma porte d'entrée, je découvre qu'elle est verrouillée. Ça n'a aucun sens. Je n'aurais jamais verrouillé la porte alors que j'étais à quelques pas de la maison et que je pouvais la voir tout le long. Heureusement, j'avais mes clés sur moi, puisque j'en avais besoin pour ouvrir la boîte aux lettres. Dès que j'ai ouvert la porte, mon copain arrive de la pièce voisine et dit « Ah, te voilà. T'étais où ?» Et là, je m'arrête net dans l'entrée, mais comment t'es rentré à la maison? Et où est ta voiture? Je sors aussitôt vérifier et, effectivement, sa voiture rouge est garée dans l'allée. Sauf que je ne l'avais pas vue en revenant à la maison. Pas une seule seconde. Il n'y a aucune autre route pour arriver chez nous sans passer devant les boîtes aux lettres. J'aurais forcément remarqué s'il était passé. Au début, il riait, pensant que je faisais une blague.
Mais plus j'insistais, plus il se rendait compte que je ne plaisantais pas. Il a fini par me montrer une photo qu'il avait prise des montagnes derrière la maison pendant qu'il montait la colline en voiture. Cette photo montrait les montagnes en arrière-plan, mais aussi la route et les boîtes aux lettres en contrebas. Et qu'est-ce qui manque sur cette photo? Moi? Je n'y suis pas. Si j'étais aux boîtes aux lettres à ce moment-là, comme je le pensais, comment a-t-il pu prendre cette photo, descendre la colline et arriver à la maison avant que je n'aie le temps de revenir? Et surtout, comment avons-nous pu ne pas nous croiser? Depuis les boîtes aux lettres, je peux voir la maison. Si sa voiture était rentrée dans l'allée, je l'aurais vue. Mais non, rien. Pas un signe de lui, et pourtant il était là, avant moi. Ce soir-là, même notre chat a agi de manière étrange. Il était un peu distant avec moi, beaucoup moins affectueux que d'habitude. Le lendemain, il avait retrouvé son comportement normal, et on était de nouveau inséparables. J'essaie de rationaliser ça en me disant qu'il a peut-être simplement ressenti mes émotions perturbées. Mais si un animal était capable de détecter que je viens peut-être d'une autre timeline, ce serait bien notre chat. Une semaine s'est écoulée, et je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui a bien pu se passer. Une coïncidence étrange? Un véritable bug dans la matrice? Je n'ai aucune réponse. J'ai un petit bug à partager. Ce n'est pas grand-chose, mais je n'arrête pas de me poser des questions à ce sujet. J'ai un petit miroir, d'environ 20 cm sur 30 cm, avec un cadre en métal. J'étais en train de peindre le cadre et je l'ai posé au sol pour le laisser sécher. Avec le recul, c'était une idée un peu stupide. Inévitablement, j'ai fini par marcher dessus, heureusement que je portais des chaussures, donc je ne me suis pas blessé. Dès que j'ai senti la pression sous mon pied, j'ai su que je venais de le casser. C'était évident au toucher. Je me suis penché pour confirmer et, en effet, il y avait une énorme fissure qui traversait tout le miroir. Mais j'étais pressé, alors je l'ai laissé là en me disant que je m'en occuperais à mon retour. Je suis sûr que vous voyez où je veux en venir avec cette histoire. Quand je suis rentré chez moi, le miroir était en parfait état. Pas de fissure, pas de rayures, rien. Comme si je n'y avais jamais touché. Je suis super soulagé, parce que j'aime vraiment ce miroir et j'étais vraiment contrarié de l'avoir ruiné de manière aussi idiote. Mais je ne comprends absolument pas ce qui s'est passé. Je me demande, si j'avais pris le temps de ramasser les morceaux et de les jeter au lieu de partir précipitamment, qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce que je les aurais toujours retrouvés en miettes? Et aussi, est-ce que ça annule mes 7 ans de malheur? C'était une semaine avant le mariage de mon frère, et je logeais chez mes parents pour les aider avec les préparatifs. Ma mère m'a demandé d'aller récupérer sa commande Sephora au centre commercial. J'ai donc emprunté une de leurs voitures, je suis allé au centre commercial, et j'ai garé la voiture près de l'entrée la plus proche du Sephora. Pour donner un peu de contexte, c'est un centre commercial intérieur que je connais par cœur, car j'ai grandi dans cette région. Bien que certains magasins aient changé au fil des ans, l'agencement général est resté le même, et le Sephora est au même endroit depuis aussi longtemps que je me souvienne. Il faut entrer par une entrée latérale, monter l'escalator, tourner à gauche, et c'est le 3e magasin sur la droite. Je suis donc entré dans le centre commercial, et la première chose que j'ai vue était une toute nouvelle salle de peinture éclaboussée. J'adore ces trucs, alors j'ai pris une photo et je l'ai envoyée dans le groupe de discussion de mes cousins en leur proposant qu'on y aille ensemble lorsqu'ils arriveraient pour le mariage. Ensuite, je suis monté chez Sephora, j'ai récupéré la commande de ma mère, et je suis ressorti par l'entrée par laquelle j'étais arrivé. J'étais à l'intérieur moins de 10 minutes. Quand je suis retourné à l'endroit où j'avais garé la voiture, elle n'était pas là. Il y avait une autre voiture à sa place. Je me suis dit que j'avais sûrement mal mémorisé l'endroit, alors j'ai commencé à chercher dans les places de stationnement autour. Après 5 minutes, j'ai commencé à appuyer sur le bouton de verrouillage des clés pour entendre le bip de la voiture, mais rien. Toujours rien. Je me suis dit que j'avais peut-être garé la voiture un peu plus loin que je ne le pensais. J'ai donc parcouru toute la rangée,
en appuyant sur le bouton « Panique » cette fois, et je n'ai toujours rien trouvé. Là, j'ai commencé à paniquer. Je ne voulais pas y croire, mais il semblait que la voiture avait été volée. Et à une semaine du mariage de mon frère, c'était la dernière chose dont j'avais besoin. J'ai appelé ma mère pour lui expliquer la situation, tout en continuant à parcourir méthodiquement d'autres rangées de stationnement. Pendant que je lui parlais, j'essayais de respirer profondément pour ne pas perdre mon calme. Je savais que je devrais aller voir la sécurité du centre commercial pour demander les vidéos des caméras et déclarer le vol. Mais, en tant que personne brune ayant eu de mauvaises expériences avec la police, je me sentais nerveuse à l'idée de le faire immédiatement. Alors, j'ai décidé de faire un tour complet du centre commercial avant de m'y résoudre. Je continuais à appuyer frénétiquement sur les boutons des clés en marchant. C'est quand je suis arrivé de l'autre côté du centre commercial, à une entrée totalement différente de celle par laquelle j'étais sorti 40 minutes plus tôt, que j'ai enfin entendu le bip de la voiture. Elle était là, garée. Mais pas là où je l'avais laissée. J'ai essayé de me convaincre que j'avais simplement oublié où je m'étais garé, que j'étais stressé à cause des préparatifs du mariage. Mais j'avais ce message envoyé à mes cousins à propos de la salle de peinture éclaboussée. Avec une photo. 2 d'entre eux y avaient même répondu. Je savais que j'étais entré par cette entrée spécifique. Si j'avais garé la voiture de l'autre côté, j'aurais dû marcher tout autour du centre commercial pour atteindre cette entrée, ce qui n'avait aucun sens. Je viens de vivre l'expérience la plus terrifiante de ma vie. J'ai utilisé mon badge pour déverrouiller la porte d'entrée de l'immeuble où je vis. À ma grande surprise, l'ascenseur était déjà au rez-de-chaussée, donc je n'ai pas eu besoin d'attendre. Je suis monté dans l'ascenseur, j'ai scanné mon badge et appuyé sur le bouton pour le 2e étage, là où se trouve mon appartement. C'est là que j'ai entendu un bruit étrange, un son que je n'avais jamais remarqué avant. Les portes se sont ouvertes et je me suis retrouvé au 5e étage de l'autre entrée de l'immeuble. Je suis resté figé. Comment cela a-t-il pu arriver ? Les 2 entrées ne sont pas connectées par un ascenseur. Chaque entrée a son propre système et nécessite un badge spécifique pour fonctionner. Mon badge ne devrait même pas être reconnu dans l'autre entrée. C'est impossible. Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé. J'ai vérifié plusieurs fois, mon badge fonctionne uniquement pour mon entrée, et les 2 bâtiments ne partagent pas de connexion physique au niveau des ascenseurs. Je n'arrête pas de revoir la scène dans ma tête, mais je ne trouve aucune explication logique. J'avais environ 6 paires du même genre noir, achetées dans le même magasin. Je les portais tout le temps parce que je les adorais, ils avaient des poches avant, ce qui est rare et précieux, on est d'accord. L'une des paires avait fini par avoir un énorme trou au niveau des fesses, à force d'être trop portée. Mais, petit à petit, toutes mes paires ont disparu, et je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Au début, ça ne me semblait pas si étrange. Les jeans disparaissaient après avoir été lavés, et comme la machine à laver et le sèche-linge sont dans le sous-sol de ma maison, un vrai bazar, je me disais que c'était normal. En plus, je vis avec d'autres personnes qui utilisent les mêmes machines, donc perdre des vêtements dans cet endroit, ça arrive. Mais aujourd'hui, c'est différent. C'est la dernière paire intacte que je possédais qui a disparu. Voilà ce qui s'est passé, ce matin, je portais ce dernier genre. Puis, je me suis changé pour mettre une robe et aller à une petite fête de Noël avec des amis. Je suis presque certaine d'avoir laissé le genre dans ma chambre. Il n'a pas été mis dans la lessive ni emmené au sous-sol. Quand je suis rentré chez moi il y a environ 1 heure, le genre était introuvable. Le t-shirt que je portais avec, lui, était toujours là, posé exactement là où je l'avais laissé. Mais le genre ? Disparu. J'ai retourné mon panier à linge, fouillé tous les tiroirs de ma commode, vérifié le sol autour de ma chambre, et même la salle de bain où je m'étais changé. Rien. C'est comme s'il s'était évaporé. Et voilà où j'en suis, il ne me reste qu'une seule paire de jeans, celle avec le trou aux fesses. Je l'avais gardée exprès pour me rappeler la taille, au cas où je voudrais en racheter. Mais maintenant, toutes les autres paires ont disparu, et c'est juste incompréhensible.
Pour la précision, ça n'arrive qu'avec mes jeans noirs. Aucun autre vêtement à moi ne disparaît, c'est exclusivement mes jeans. Et franchement, je commence à me demander ce qui se passe. Ce qui m'est arrivé hier me laisse perplexe. J'ai fait des recherches, et la chose la plus proche que j'ai pu trouver est le phénomène de foudre en boule, mais ça ne correspond pas vraiment. Il était environ 18 heures. J'habite dans une zone boisée du New Jersey, dans un petit quartier résidentiel. Je promenais mon chien comme je le fais d'habitude après le travail, sur une route de terre assez monotone, entourée de quelques maisons dispersées et de beaucoup d'arbres. Il faisait déjà bien sombre, il n'y a pas de lampadaire dans la région, et la seule lumière provenait de la lune, de ma lampe de poche, et, à distance, des décorations de Noël sur certaines maisons, mais je n'étais pas à proximité de ces lumières à ce moment-là. C'est alors que, sans prévenir, j'ai vu une orbe blanche lumineuse venir vers moi à hauteur des yeux. Elle est apparue soudainement, et j'ai tourné la tête pour suivre son mouvement. Elle a parcouru peut-être une vingtaine de pieds, environ 6 mètres, avant de disparaître aussi brusquement qu'elle était apparue. À son point le plus proche, elle était à environ 1,5 à 3 mètres de moi. Elle avait la taille d'une balle de baseball ou de softball, se déplaçait en ligne droite, et était d'un blanc éclatant. Cependant, je n'ai pas remarqué qu'elle illuminait particulièrement les arbres autour d'elle. Au début, j'ai pensé que je perdais la tête. Mais mon chien l'a aussi remarqué, il a eu une réaction de panique. Il a suivi la trajectoire de l'orbe avec ses yeux, et lorsqu'elle a disparu, il s'est agité, visiblement stressé. Si ce n'avait pas été pour la réaction de mon chien, j'aurais probablement rejeté cela comme un simple tour de mon imagination. Ce n'était clairement pas un oiseau. L'orbe avait une forme parfaitement circulaire, et je suis assez passionné par les oiseaux pour savoir faire la différence. Ce n'était pas non plus un drone, il n'y avait aucun bruit ni clignotement typique des drones, et sa taille et son déplacement étaient différents de tout ce que j'ai pu voir auparavant. Je ne suis pas particulièrement croyant en ce qui concerne les fantômes, mais pour ce que ça vaut, il y a un cimetière à environ 1 kilomètre de là. Il y a également eu beaucoup de signalements de drones dans la région récemment, j'en ai vu un d'ailleurs peu de temps avant cet incident, en rentrant du travail. À part quelques épisodes de paralysie du sommeil dans ma vie, je n'ai jamais vécu d'événements qu'on pourrait qualifier de paranormaux. Mais cette orbe ? Je n'arrive pas à l'expliquer. Et sachant que mon chien l'a clairement vu aussi, ça rend cette expérience encore plus étrange. Il y a 3 ou 4 ans, ma sœur et moi sommes allés dans une autre ville de notre pays pour assister à un concert. Le concert avait lieu assez tard, vers 23 heures, et après, on avait vraiment faim. On a cherché un endroit pour manger, mais tout était fermé, sauf une petite épicerie en plein milieu de la rue piétonne. Cette rue était bordée de cafés, bistrots, etc., mais ils étaient tous fermés ce soir-là. L'épicerie, en revanche, était ouverte, remplie de monde et bien approvisionnée. Tout le monde y allait pour acheter de quoi manger et boire. Ma sœur et moi avons pris quelques snacks et des cafés. Mais une semaine plus tard, quand je suis retourné dans cette rue, l'épicerie avait complètement disparu. J'étais absolument sûr de l'endroit où elle se trouvait, car je me souvenais parfaitement du café qui était juste à côté. Je m'étais même dit que j'allais essayer ce café la prochaine fois que je viendrais dans cette ville. Je me rappelle encore le nom de ce café, mais l'épicerie, elle, n'était plus là. Il n'y avait aucun signe indiquant qu'elle allait fermer. Ce n'était pas comme si elle semblait temporaire ou en liquidation la semaine précédente. Ce soir-là, elle était pleine de produits, pleine de gens, comme si c'était une boutique normale. Mais maintenant, aucune trace. C'était comme une sorte de magasin fantôme, apparu juste pour cette nuit-là. C'était dans les années 90, lorsque j'étais à l'université. Un après-midi, je n'avais pas de cours, alors je suis rentré chez moi plus tôt. C'était une journée parfaite de septembre, avec un temps magnifique et pas un nuage dans le ciel. Mon trajet à pied depuis l'arrêt de bus faisait environ 800 mètres. Je vivais hors du campus, dans un quartier résidentiel qui était en général désert pendant la journée, car la plupart des gens étaient au travail ou à l'école.
Cela me laissait beaucoup de temps pour réfléchir tranquillement. C'est pourquoi il était notable que, à un pâté de maison de chez moi, je croise un homme en train de ratisser les feuilles dans son jardin. À ce moment-là, un bruit strident a retenti dans le ciel. Je lève les yeux et je vois un avion de ligne accompagné d'un sillage de condensation, rien d'anormal en soi, sauf ce bruit. C'était comme le bruit habituel d'un avion, mais amplifié 10 fois. Le son devint si fort qu'il semblait remplir l'air autour de nous, jusqu'au sol, tourbillonnant dans toutes les directions. C'était surréaliste. Puis, en un instant, l'avion a disparu sous mes yeux, et le bruit s'est arrêté brusquement, sans écho, sans boom, rien. Seulement un silence complet. Le sillage de condensation restait suspendu dans le ciel, se dissipant lentement. L'homme s'était arrêté de ratisser et regardait lui aussi le ciel. Quand il a baissé les yeux vers moi, je pouvais lire sur son visage qu'il avait vu et entendu exactement la même chose. Il a haussé les épaules, comme s'il acceptait l'inexplicable, et a repris son travail. Je n'ai rien dit. Je suis passé en silence et je suis rentré chez moi. Et c'est tout. En 2019, j'ai perdu ma mère d'un cancer. Mon beau-père était décédé quelques années auparavant, et ma mère gardait ses cendres chez elle. Rien de luxueux, elles étaient dans une simple boîte en plastique, comme celle que l'on reçoit si on ne choisit pas une urne coûteuse. Après le décès de ma mère, je suis allé à son appartement pour trier ses affaires, décider quoi garder et quoi donner. Je n'ai pas tout fini ce jour-là, car j'avais encore quelques semaines pour vider complètement l'appartement. Mais ce soir-là, j'ai emporté les cendres de mon beau-père avec moi. Une semaine plus tard, j'ai reçu un texto de la sœur de mon beau-père, avec qui il était brouillé. Elle me demandait ce que j'allais faire des cendres et si elle pouvait les récupérer. J'ai accepté et nous avons convenu de nous retrouver la semaine suivante, lorsque je retournerai à l'appartement de ma mère, pour que je lui remette les cendres. Petit aparté, ma mère et cette femme ne s'entendaient absolument pas. Elles se détestaient pendant tout le mariage de ma mère avec mon beau-père. Lui-même avait décidé de ne plus lui parler environ 5 ans avant son décès. Le jour venu, j'ai pris les cendres, toujours dans leur sac pour plus de praticité, et je suis parti avec un ami qui avait un camion pour m'aider à transporter les gros meubles. Je suis arrivé chez mon ami, garé sur sa pelouse, il habite dans une zone rurale, et j'ai sorti mon sac contenant les cendres ainsi que mon sac à main. Pour ne pas les oublier, j'ai posé les deux sur le capot de son camion, un gros GMC, très haut et totalement à l'abri. Nous étions seuls, dans un endroit tellement isolé qu'il n'y a ni trottoir ni passant. Quand il a été temps de partir, je suis allé récupérer mes affaires sur le capot. Mais seul mon sac à main était là. Le sac contenant les cendres avait disparu. Mon ami et moi étions les seuls sur place. J'étais resté près du camion tout le temps. Nous avons cherché partout, autour du camion, dans le camion, sous le camion, et même à l'intérieur de la maison, bien que je savais que je n'y étais pas rentré avec les cendres. Mais elles étaient introuvables. Je suis arrivé chez ma mère, où la sœur de mon beau-père m'attendait dans le parking. J'ai dû lui expliquer que les cendres avaient littéralement disparu. Elle était, bien sûr, furieuse et probablement convaincue que je mentais. Mais c'était la vérité, elle s'était volatilisée, et je n'ai toujours aucune explication. À ce jour, elles n'ont jamais réapparu. La seule chose qui me vient à l'esprit, c'est que ma mère ou mon beau-père, depuis l'au-delà, ont décidé qu'ils ne voulaient pas qu'elles les aient. Je ne peux penser à rien d'autre qui ait du sens. Quand j'étais plus jeune, au collège, ma meilleure amie avait déménagé en Californie parce que son père avait trouvé un nouveau travail là-bas. Lors d'une visite dans notre ville, elle m'avait offert un t-shirt. J'adorais ce t-shirt et je le portais tout le temps. Mais un jour, alors que ma mère m'avait donné mon linge propre, ce t-shirt avait disparu. Je me suis dit qu'il avait peut-être été oublié dans la lessive ou qu'il avait été accidentellement rangé avec les affaires de mon frère. J'ai cherché partout, dans la buanderie, dans les paniers de linge, sur les cintres, dans les affaires de mon frère, dans chaque coin de ma chambre. Rien. Le t-shirt semblait s'être évaporé. J'étais triste, mais à un moment, il fallait bien que j'arrête de chercher. Quelques mois plus tard,
alors que j'avais fini par oublier cette frustration, je sors de ma chambre et là, juste devant la porte, je vois mon t-shirt. Il était en boule, couvert de poussière, et il avait une odeur bizarre. Personne dans ma maison n'avait la moindre idée d'où il venait ni comment il était arrivé là. Des années plus tard, alors que j'étais jeune adulte et que je vivais toujours chez mes parents, mais dans une maison différente, une situation presque identique s'est produite. Cette fois, c'était un t-shirt que je portais régulièrement pour aller travailler. La veille, j'avais préparé mes vêtements comme je le faisais toujours pour gagner du temps le matin. Mais en cherchant ce t-shirt, impossible de mettre la main dessus. À cette époque, je faisais ma propre lessive, donc je savais pertinemment que j'avais lavé ce t-shirt et que je l'avais rangé dans mon placard. Pourtant, je l'ai cherché partout dans ma chambre, dans les tiroirs, sur les cintres, dans toutes les piles de vêtements. Rien. Il avait littéralement disparu. À ce stade, je commençais à me sentir complètement folle. J'étais frustré, dans un moment de désespoir, j'ai fait une recherche sur Internet pour voir si d'autres avaient vécu quelque chose de similaire. Puis, un peu gêné, j'ai décidé de parler à l'univers. Je lui ai demandé de me rendre mon t-shirt et de le poser à un endroit bien précis. Le lendemain matin, je me réveille, je regarde cet endroit et le t-shirt était là, exactement là où je l'avais demandé. Je n'ai jamais compris comment c'était possible. Et aujourd'hui, des années plus tard, je vis une nouvelle situation étrange. Cette fois, il s'agit d'un gilet noir. Récemment, j'ai nettoyé mon placard parce que j'ai perdu pas mal de poids. J'avais mis ce gilet, avec 2 autres, dans un tas à vendre. Ils sont restés là pendant des mois, merci la procrastination et mon léger attachement aux vêtements. Mais avec l'hiver qui approche, j'ai décidé de garder ces gilets. Le problème, c'est que le gilet noir a disparu. Les 2 autres sont toujours dans le tas, exactement là où ils étaient depuis des mois, mais le noir ? Introuvable. Pourtant, je l'avais vu tous les jours dans cette pile. Et là, maintenant que j'en ai besoin, il s'est littéralement volatilisé. Je suis encore dans l'attente de son retour. J'ai perdu la clé de chez moi sous mes yeux, et je ne la retrouve plus. Avant de quitter le travail pour rentrer, j'ai vérifié 2 fois mon sac à dos, et la clé était bien dedans. En arrivant chez moi, je me dirige vers la porte d'entrée et je fouille dans mon sac pour en sortir ma clé. Je suis sûr d'avoir vu ma clé dans le sac pendant que j'étais debout devant la porte. Je l'ai attrapée, mais elle m'a échappé des doigts et je l'ai entendue tomber au sol. Je baisse les yeux pour la ramasser, mais impossible de la trouver. J'ai cherché partout autour de moi, sous le paillasson, dans les quelques feuilles autour, il n'y en avait pas beaucoup, et sur toute la marche. J'ai même regardé un peu plus loin de la porte, mais rien. J'ai alors vérifié mon sac à dos, en vidant tout son contenu, mais aucune trace de la clé. J'ai aussi vérifié mes poches, mais toujours rien. J'ai demandé de l'aide à quelqu'un pour chercher avec moi. On a utilisé un balai pour balayer les feuilles, mais la clé reste introuvable. C'est incroyablement frustrant, au point que je commence à douter de moi-même. Je me demande si j'ai vraiment eu ma clé avec moi depuis le début, même si je suis presque certain de l'avoir vue. Je me rappelle très bien avoir fouillé dans mon sac, l'avoir sorti, l'avoir vu tomber, et même avoir entendu le bruit métallique de la clé sur la marche en béton où je me tenais. Je n'ai jamais été aussi frustré contre moi-même et un objet la clé, dans ce cas. Cela me rend fou, et je ne comprends toujours pas ce qui a pu se passer. Ma fille a reçu un jouet combinant xylophone et jeu de marteau, avec 3 balles rouges, vertes et bleues qu'on peut frapper à travers des trous pour qu'elles roulent sur le xylophone et produisent des sons. Peu de temps après l'avoir reçu, nous sommes partis en vacances dans un chalet au bord d'un lac. Nous avions apporté quelques jouets pour notre fille de 1 an, dont ce xylophone. Pendant les vacances, les balles roulaient partout, tout le temps. Mais en repartant, nous n'avons jamais retrouvé la balle bleue. Elle avait disparu. Nous avons cru qu'on ne la reverrait jamais jusqu'à il y a quelques semaines, 5 ans plus tard, avec 2 enfants supplémentaires. Je rangeais la salle de jeu et ai décidé de mettre certains jouets de côté pour les faire tourner. Le xylophone, avec les balles rouges et vertes, est allé dans une caisse.
J'ai ensuite rangé cette caisse au sous-sol, où elle est restée intouchée pendant environ 6 mois. Mon plus jeune enfant ayant maintenant 1 an, je suis descendu voir quel jouet pour tout petit je pouvais remonter dans la salle de jeu. Mon mari était au sous-sol à ce moment-là, occupé à autre chose, et il a été témoin de ce qui s'est passé ensuite. J'ai sorti le xylophone de la caisse, les balles rouges et vertes étaient posées dessus, comme je les avais laissées. Mais en cherchant le petit marteau qui accompagne le jouet, j'ai vu la balle bleue dans la caisse. Je l'ai immédiatement attrapée, complètement choqué, tandis que mon mari s'exclamait « Mais d'où est-ce qu'elle sort, cette balle ?» Et franchement, je n'en ai aucune idée. Si je l'avais miraculeusement retrouvée 6 mois plus tôt, je m'en serais souvenu. Je me rappelle même avoir hésité à jeter le jouet avant de le ranger, simplement parce qu'il manquait une pièce. D'ailleurs, j'avais déjà jeté plusieurs jouets pour cette raison. Bref, c'est vraiment étrange. Mais le 3e bébé adore ce jouet maintenant. Un soir, je ramenais ma copine de chez son père à chez sa mère. On empruntait une route de campagne assez isolée, peu fréquentée, surtout la nuit. Il n'y a que 2 maisons sur cette route, très espacées l'une de l'autre. La route a une limite de vitesse de 55 km/h et est presque parfaitement droite sur environ 2,5 km, avant de tourner à 90 degrés, avec des panneaux bien visibles pour signaler le virage. Ce soir-là, j'étais déjà sur la route depuis environ 1 km, et je regardais régulièrement dans mon rétroviseur, comme je le fais habituellement en conduisant. À un moment, j'ai remarqué des phares derrière moi, à environ 400 mètres. Je n'y ai pas prêté attention au début, mais les lumières se rapprochaient rapidement, beaucoup plus vite que prévu. Je roulais à environ 65 km/h, et j'ai maintenu ma vitesse. Avant même de m'en rendre compte, les phares étaient juste sur mon pare-chocs arrière. Puis, ils semblaient dévier sur la voie opposée pour me dépasser. Le virage à 90 degrés approchait rapidement, et je me suis dit, putain, cet idiot va tenter de me dépasser avec un virage juste devant. Je voyais les phares dans mon rétroviseur latéral côté conducteur. Je me suis même penché pour regarder par la fenêtre et essayer de voir qui pouvait bien conduire de manière aussi stupide. Je m'apprêtais à leur faire un doigt d'honneur. Mais il n'y avait absolument aucun véhicule. Plus de phares, rien. Aucun signe qu'une voiture m'ait dépassé. Ma copine avait vu exactement la même chose que moi. Elle m'a dit de m'arrêter au virage à 90 degrés et de faire demi-tour, pensant que la voiture avait peut-être quitté la route et s'était écrasée dans un fossé ou dans les bois. Je me suis retourné et j'ai roulé doucement en repassant sur la portion de route où les phares avaient disparu. On a regardé des 2 côtés de la route, aucune trace de véhicule, aucun bruit, pas de fumée, pas de marque de pneus dans l'herbe ou de débris sur la route. Rien. Le reste de la nuit, j'ai eu des frissons. C'est un souvenir qui me revient souvent. J'en ai parlé à quelques personnes, mais en général je garde cette histoire pour moi, parce que ça semble tellement irréel. J'écris ceci juste après que cela se soit arrêté. Il y a quelques minutes, on va dire à 2h57, puisqu'il est 3h08 pendant que j'écris ceci, j'ai finalement éteint mon téléphone et je me suis allongé pour dormir. À peine 1 minute après m'être couché, j'ai commencé à entendre une mélodie jouer, sortie de nulle part. Elle ressemblait un peu à celle de la Reine des Neiges 2 qui hante Elsa, mais sans les notes aiguës. Au début, j'ai cru que je l'imaginais, tout le monde dans ma maison dormait, et tous les haut-parleurs Bluetooth étaient éteints, mais ma curiosité l'a emporté, et je me suis levé pour voir d'où ça venait. En m'approchant de mon radiateur, le bruit devenait légèrement plus fort. Pourtant, mon lit est collé contre le radiateur dans ma chambre, et quand j'étais allongé, ce n'était pas aussi audible. J'ai pensé que le son venait peut-être du salon, qui est juste en dessous de ma chambre, alors je suis descendu pour vérifier. Tout semblait normal, mais je pouvais encore entendre la mélodie. Je me suis à nouveau penché près du radiateur du salon, et le son était plus fort. Je n'ai pas cherché plus loin et j'ai décidé de remonter dans ma chambre. Mais, en entrant dans ma chambre, le son s'est arrêté instantanément. Il est maintenant 3h16, et je ne l'ai plus entendu depuis que j'ai commencé à écrire ceci.
Je sais qu'il y a une chance que ce soit les radiateurs, mais en toute honnêteté, je n'ai jamais entendu un radiateur produire un son comme ça de toute ma vie. Alors, je suis curieux, est-ce que j'ai halluciné, ou est-ce que c'était vraiment le radiateur ? Ma meilleure amie et moi fabriquons des bijoux et des accessoires. L'un de nos produits est des ornements pour bottes. Récemment, elle avait acheté des breloques en forme d'axolotl de différentes couleurs. On les a comptés et ajoutés à notre inventaire, 4 breloques de chaque couleur. Elle avait utilisé 2 des axolotls roses pour fabriquer un set d'ornements pour ses bottes Doc Martens. Ce soir-là, on est sorti et, en rentrant, elle est allée dans la cuisine sombre. En marchant, elle a entendu un bruit, comme si quelque chose tombait au sol. Elle a allumé la lumière et a vu l'axolotl rose de sa botte droite au sol. La breloque s'était détachée et fissurée. Elle était déçue, alors elle l'a posée sur la table de la salle à manger en se disant qu'elle essaierait de la réparer le lendemain. Ensuite, elle est montée dans sa chambre, a retiré ses bottes, puis est redescendue dans la cuisine. Cette fois, elle a donné un coup de pied à quelque chose sur le sol. Elle s'est penchée pour ramasser l'objet et a trouvé un deuxième axolotl rose, identique au premier. Intriguée, elle a vérifié ses bottes pour voir si la breloque de l'autre botte s'était cassée. Mais non, les 2 ornements étaient parfaitement intacts et toujours accrochés à ses bottes. On a alors décidé de vérifier notre boîte d'inventaire, qui se trouvait sur une étagère. Les 2 autres axolotls roses que nous avions initialement comptés y étaient encore. D'une manière ou d'une autre, 2 axolotls roses supplémentaires sont apparus de nulle part. On n'a absolument aucune idée de ce qui a bien pu se passer, mais on se retrouve maintenant avec 2 breloques supplémentaires, et ça dépasse complètement notre compréhension. Le 17 décembre 2021, ma copine de l'époque et moi sommes allés au Chez Cake Factory. Je me souviens précisément de cette date parce que le lendemain, je l'ai demandé en mariage. On avait pris un Chez Cake à emporter, mais comme nous n'avions pas de couvert à l'hôtel, on a décidé de prendre une cuillère du restaurant avec nous. En quittant l'hôtel, ma fiancée a insisté pour garder la cuillère du Chez Cake Factory en souvenir du week-end où on s'était fiancés. Cette cuillère était assez grande et avait un design unique, très différent de tous les couverts qu'on avait à la maison. Elle était facilement reconnaissable parmi tous nos ustensiles. Quelques mois plus tard, en 2022, la cuillère a disparu. Ma fiancée et moi avons littéralement retourné notre cuisine pour la chercher. Rien. Elle m'a accusé de l'avoir peut-être emportée au travail avec mon déjeuner et de l'avoir jetée par mégarde. Je savais que je n'aurais jamais pris cette cuillère-là, précisément parce qu'elle avait une valeur sentimentale. Mais pour éviter une dispute, j'ai pris la responsabilité et admis que j'avais probablement fait une erreur. On a fini par oublier cette cuillère, et elle est sortie de nos esprits jusqu'à il y a environ 2 semaines. Comme d'habitude, j'ai appelé ma femme après le travail, et elle m'a dit quelque chose qui m'a laissé sans voix. La cuillère était réapparue dans le tiroir à couvert. Quand je suis rentré, je l'ai vue de mes propres yeux. C'était bien la cuillère du Chez Cake Factory. Identique. Elle était là, comme si elle n'avait jamais disparu. Nous n'avons aucune idée de comment cette cuillère, perdue pendant près de 2 ans, a pu réapparaître. Ça n'a aucun sens. Je travaille à domicile et, l'après-midi, je m'installe souvent sur mon canapé pour accomplir des tâches de bureau un peu ennuyeuses. Mon organisation est toujours la même, une petite table d'appoint sur ma gauche et un bac de rangement sur ma droite. Puisque c'est une routine quotidienne, j'ai tout à portée de main, les chargeurs sont bien placés, les fournitures sur la table, etc. Il y a quelques minutes, j'ai voulu attraper mon téléphone, mais, dans un moment d'inattention, je l'ai saisi par son câble de charge. Bien sûr, il s'est accroché au canapé et a fini par tomber entre le coussin et la coudoir. Le bruit qu'il a fait en tombant était si fort que j'ai pensé qu'il avait traversé le canapé pour atterrir directement sur le sol. Je me suis agenouillé pour regarder sous le canapé. Rien. C'est là que j'ai compris qu'il était coincé à l'intérieur du canapé, probablement tombé par un petit trou dans la structure. J'ai retiré le bac de rangement, le coussin et un oreiller pour mieux voir,
et effectivement, il y avait un trou parfait dans la doublure du canapé, juste assez grand pour que mon téléphone y soit tombé. En essayant de le récupérer, je n'ai pas réussi à atteindre le téléphone avec mon bras. J'ai donc dû déchirer davantage la doublure pour y accéder. Finalement, j'ai réussi à sortir mon téléphone. Il était couvert de miettes, ce qui m'a fait grimacer mais soulagé. Je l'ai nettoyé, branché sur son chargeur et posé sur la table d'appoint. Pendant que je remettais tout en place, je réfléchissais à la manière dont j'allais réparer le trou que je venais de faire. C'est à ce moment que je me suis rendu compte que mon téléphone n'était plus sur la table. Je me suis levé, regardant autour de moi, et j'ai même vérifié mes poches, bien que je sache que je n'avais rien sur moi. Je me suis penché pour regarder sous le canapé, dans le bac de rangement, partout. Rien. Perplexe, j'ai utilisé ma montre connectée pour faire sonner mon téléphone et là, je l'entends, il est dans le canapé. Je retire à nouveau le coussin et l'oreiller. Je vais pour passer ma main par le trou dans la doublure, sauf que cette fois, le trou n'est plus assez grand. J'ai dû le déchirer à nouveau pour récupérer le téléphone, comme si l'univers avait réinitialisé tout ce qui venait de se produire quelques minutes plus tôt. Voici pourquoi je suis convaincu que c'est un bug dans la matrice et non une simple coïncidence. Je suis seul à la maison. Personne n'aurait pu déplacer mon téléphone. Et même si quelqu'un avait été là, je n'ai pas quitté la pièce une seule seconde. Tout s'est passé en l'espace de quelques instants. Le bruit. J'ai clairement entendu mon téléphone tomber dans le canapé la première fois. C'était fort et évident. Si cela s'était produit une deuxième fois, j'aurais entendu quelque chose. Mais il n'y a eu aucun bruit. Le chargeur. J'avais branché le téléphone après l'avoir récupéré la première fois. Même s'il était tombé à nouveau, le chargeur aurait bougé. Mais non, il était resté exactement dans la position où je l'avais placé, sauf qu'il n'était plus attaché au téléphone. La doublure du canapé. La déchirure que j'avais faite pour récupérer mon téléphone s'était comme réparée. J'ai dû la déchirer à nouveau pour récupérer mon téléphone une deuxième fois. C'est comme si l'univers avait reculé de 2 minutes et tout avait été remis en place sauf mon téléphone. Quand j'étais plus jeune, je prenais souvent le même sentier de motoneige presque tous les soirs, reliant un chalet à un sentier principal qui me ramenait chez moi. Normalement, ce trajet prenait environ 10 minutes si je roulais tranquillement, ou 5 minutes en allant à bonne vitesse. Une nuit, tout le monde voulait continuer sur une grande boucle qui traversait 2 villes voisines avant de revenir à notre ville par l'autre côté. Je n'avais pas envie de les suivre, alors j'ai décidé de rentrer chez moi par le même chemin qu'on avait pris à l'aller. Faire la boucle leur aurait pris environ 1h30, tandis que rentrer par le sentier habituel me prenait 20 minutes. On est parti en même temps, et je connaissais très bien le chemin, je l'avais emprunté des centaines de fois. Il y a un passage très distinct à peu près à mi-chemin entre le chalet et le sentier principal, une légère courbe à droite, suivie d'une petite montée, puis une descente avec un virage à gauche avant une longue ligne droite. Ce passage est impossible à manquer. Mais cette nuit-là, ce passage n'arrêtait pas de se répéter. La première ou la deuxième fois que c'est arrivé, j'ai ressenti une étrange nausée, comme un malaise, mais j'ai essayé de ne pas y prêter attention. Dans ma tête, je me disais, ignore ça, continue. Le sentier principal n'est pas loin. Mais à chaque fois, c'était le même virage, la même montée, la même descente. Je ne sais pas combien de fois cela s'est produit, mais à chaque boucle, ce malaise s'amplifiait, et je commençais à paniquer. Je voulais m'arrêter et appeler le groupe avec qui je roulais plus tôt, mais quelque chose me disait que c'était dangereux de m'arrêter. Alors je me suis dit, continue à rouler. Si tu tombes en panne d'essence, tu t'arrêteras et tu les appelleras, mais pas avant. Mon compteur d'essence baissait dangereusement, ma vieille motoneige consommait beaucoup, mais je me suis forcé à avancer. Après ce qui semblait être 15 ou 20 boucles du même segment de sentier, j'ai finalement atteint une nouvelle section du chemin. J'étais soulagé, mais je n'arrivais pas à me détendre, convaincu que le cycle pouvait recommencer à tout moment. Heureusement, après quelques minutes, j'ai vu le sentier principal. Je me suis dirigé vers la ville aussi vite que ma motoneige pouvait rouler. Quand je suis arrivé chez un ami,
où on devait tous se retrouver ce soir-là, j'ai allumé une cigarette et tenté de reprendre mes esprits. Alors que je rangeais mon briquet, le reste du groupe est arrivé à leur tour. Ils m'ont demandé pourquoi je n'étais pas simplement entré chez l'ami pour les attendre. Selon eux, j'avais attendu dehors pendant près de 2 heures. Ils avaient pris leur temps, fait quelques détours dans une zone de poudreuse, et s'étaient arrêtés pour fumer en chemin. Je n'ai rien dit de ce que j'avais vécu. Je ne voulais pas qu'ils me prennent pour un menteur ou un fou. J'ai juste ri en disant qu'il faisait beau et que j'avais décidé de profiter de la nuit dehors. Depuis ce soir-là, je n'ai jamais repris une motoneige seule. Et je ne pense pas que je le ferai un jour. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.